Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément important de sécurité à bord, l'AIS. Cela signifie Automatic Identification System. Le principe est simple et utilisé depuis longtemps, en particulier dans les avions. Vous installez un petit appareil qui émet, par le biais d'une antenne, des informations sur votre navire, en particulier son nom, sa position, sa route et sa vitesse. Ce même appareil, par le biais de la même antenne, reçoit ces mêmes informations émises par les navires environnants. Donc, comme il connaît votre route, votre vitesse et celle des autres, il peut calculer les routes de croisement ou de collision. Il calcule ce qu'il appelle le CPA, le Closest Point of Approach, c'est-à-dire le point le plus proche duquel les navires se croisent, et le TCPA pour Time to Closest Point of Approach, c'est-à-dire le temps avant d'arriver au CPA. Par exemple, vous vous dirigez à 12 nœuds vers le 45, par exemple, et un autre navire est à 20 nœuds vers le 315. L'AIS calcule vos routes et indique alors le CPA, par exemple 0,3 000, et le TCPA, disons 10 minutes, et il vous l'affiche. Si vous sélectionnez le navire, vous pouvez également afficher d'autres informations. Son nom, son type, si c'est un navire de pêche, un voilier, un cargo, un pétrolier. Vous pouvez connaître ses ports de départ et de destination, sa longueur, son tirant d'eau. Ces informations vous indiquent surtout le niveau de risque. Le CPA proche de 0 indique une route de collision. Vous donne beaucoup plus de temps pour réfléchir et réagir que si vous ne les aviez pas. Et si besoin, cela vous donne aussi la possibilité de contacter l'autre navire en l'appelant par son nom. En mer et en pratique, je trouve ça juste génial. L'outil est d'autant plus utile que les navires sont rapides. En effet, lorsque deux navires rapides sont à portée visuelle, surtout si leurs routes se font face, il ne reste parfois que quelques minutes avant que les routes ne se croisent. L'AIS permet de voir et d'être vu à plusieurs dizaines de kilomètres aux alentours, c'est-à-dire bien avant que l'œil humain ne puisse voir quoi que ce soit, en particulier la nuit. Si les antennes sont placées suffisamment en hauteur, la portée peut largement atteindre 30 000, plus de 50 km. Cet outil dispose de nombreux réglages qu'il faut comprendre et apprivoiser pour bénéficier pleinement de son usage. Cela demande un peu de patience. Vous pouvez régler le déclenchement d'une alarme sonore, mais le réglage de cette alarme est à peaufiner régulièrement en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, en particulier en fonction du niveau de risque, de votre propre vitesse et du nombre de navires autour de vous. Sachez que l'AIS est obligatoire sur tous les navires professionnels. Mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, en mai 2023, il ne l'est toujours pas sur les navires de plaisance en France. Pourtant, dans certains pays, tous les bateaux, sans exception, au-dessus d'une certaine taille, doivent avoir un AIS émetteur allumé en permanence, même au mouillage. Car les autorités veulent pouvoir suivre les navires. En fait, il existe un autre matériel qui permet de suivre les navires. Je pense bien sûr au radar, dont je vous parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Aucun navire normal ne peut échapper au radar. Mais celui-ci indique simplement qu'il y a quelque chose. Il ne dit pas de qui il s'agit, ni qui il est, ni où il va. L'AIS obligatoire permet donc aux autorités d'identifier facilement les navires qui ne se conforment pas au règlement, par exemple pour protéger des zones de pêche, pour lutter contre les divers trafics en tout genre, ou pour prévenir d'éventuels actes de piraterie. S'ils voient un navire sur le radar qui n'émet pas en AIS, ils peuvent rapidement envoyer un moyen aérien ou nautique de contrôle pour vérifier ce qui se passe.
Et c'est là, évidemment, que beaucoup de plaisanciers ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas être tracés, ils ne veulent pas être suivis. Cela se comprend, évidemment, et ce débat alimente régulièrement les discussions entre plaisanciers. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, dans laquelle de toute façon je donne déjà mon avis sur ce matériel que j'apprécie beaucoup et qui nous a déjà été très utile, en particulier une fameuse nuit de traversée entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Et c'est loin d'être la seule fois. Concernant le matériel en lui-même, sachez qu'il existe, comme pour beaucoup de matériel électronique, une tendance, la concentration autour d'un écran multifonction. Ces écrans coûtent un bras, plusieurs milliers d'euros. Et les marques nous poussent à fond dans cette direction, bien sûr. Donc, pour s'équiper d'un AIS, il y a au moins 4 cas de figure. Premier cas de figure, vous avez déjà un écran multifonction ou prévoyez de toute façon d'en acheter un. Dans ce cas, il vous faut un boîtier AIS et une antenne, bien sûr, que vous allez connecter à cet écran, simple, facile, rapide. Ce qui est top dans ce cas de figure, c'est de pouvoir superposer sur l'écran multifonction les images de la carte marine, le GPS, le radar et bien sûr les données AIS. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas d'écran multifonction et pas très envie d'en acheter un. Vu le prix qu'il coûte, cela se comprend parfaitement. Alors dans ce cas, il vous faut un AIS autonome et complet comme le nôtre, qui dispose de son propre écran et dont je vous parle un peu plus loin. Lui aussi, il lui faudra une antenne, bien sûr, mais au moins il fonctionne seul dans son coin autonome. Quand on aime les solutions simples et qu'on ne veut pas se ruiner, c'est une bonne solution. Mais attention, il n'affichera pas la carte marine et ce genre de matériel indépendant a tendance à disparaître des rayons. Vous avez compris, comme je vous le disais, à tort ou à raison, c'est un fait, les fabricants veulent que nous achetions des écrans multifonctions. Troisième option, il existe des boîtiers AIS qui émettent les informations en Wi-Fi. Vous pouvez alors les récupérer sur le matériel que vous utilisez déjà pour afficher vos cartes marines, tablettes, téléphones ou PC. Ces boîtiers AIS peuvent aussi être connectés en filaire, éventuellement plus tard, à un écran multifonction de n'importe quelle marque si ce matériel n'est pas trop ancien. Car heureusement, les fabricants partagent dorénavant une norme qui s'appelle NMEA 2000 qui permet de les rendre compatibles entre elles. En tout cas, cette solution est sûrement la moins chère, mais je ne l'ai pas testée. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu quelques avis négatifs. Alors, renseignez-vous bien pour savoir si cela fonctionne correctement. Il y a un peu de tout sur le marché. Et quatrième et dernière option, qui sera sûrement la meilleure pour certains, vous pouvez acheter une radio VHF qui fait à la fois radio, bien sûr, mais aussi AIS. Une solution que je n'ai pas testée non plus, mais qui me semble intéressante. Ce que je vois a priori comme principal inconvénient, c'est la très petite taille de l'écran sur la radio. Il vaut mieux avoir de bons yeux pour utiliser ce genre de matériel. Avant l'achat, je vérifierai tout de même qu'il est facilement compatible NMEA 2000 pour qu'il puisse être éventuellement plus tard connecté à un écran multifonction. Et le top, mais je ne sais pas si cela existe, ce serait qu'il soit possible de s'y connecter en Wi-Fi pour pouvoir récupérer les informations de l'AIS sur un autre appareil, par exemple sur une tablette ou un téléphone avec une application de navigation compatible. Une solution à étudier donc. Cela vous en donne pas mal des solutions. Je vous souhaite de bonnes réflexions. Maintenant, un mot au sujet de l'antenne. Comme il s'agit de la même antenne que pour une radio VHF, il existe ce que l'on appelle un splitter d'antenne. En anglais, to split veut dire séparer.
Ce splitter permet d'utiliser la même antenne pour la radio et l'AIS. Certains splitters d'antenne sont alimentés en 12 volts pour booster la puissance du signal. Mais de mon point de vue, ce n'est pas la meilleure solution. Et sur notre bateau, je n'ai pas installé de splitter pour 2 raisons. La première, afin de conserver toute la puissance, les 25 watts et donc toute la portée disponible de ma radio VHF, je préfère garder mon câble de radio intact, sans coupure ni appareil au milieu, d'un seul tenant, de l'antenne à la radio. Un câble intact avec seulement 2 embouts, un embout à l'antenne, un embout à la radio. La deuxième raison, c'est que pour le prix d'une antenne VHF, entre 100 et 150 €, j'ai préféré en installer une nouvelle sur le portique de Fidji. Comme ça, si pour une raison ou pour une autre, nous perdons le mât sur lequel se trouve l'autre antenne, il nous en restera une fonctionnelle et suffisamment bien placée pour émettre assez loin. Pour changer d'antenne, il suffit d'intervertir les prises derrière les appareils, la radio et l'AIS, que j'ai installées côte à côte pour que la manip soit facile. Bref, vu qu'un splitter consomme de l'énergie et coûte pratiquement le prix d'une antenne neuve, pour moi, il n'y a pas photo, j'ajoute une antenne neuve. De mon côté, nous avons acheté notre AIS en 2015. Il s'agit d'un Vesper Marine Watchmate 850, que vous ne trouverez plus aujourd'hui neuf sur le marché. Il a donc ses antennes GPS et VHF dédiées, rien que pour lui, sur le portique. Et nous en sommes hyper contents. Mais attention, encore une fois, il n'affiche pas de carte marine et nous indique seulement la position des autres navires autour de nous. Je m'en sers essentiellement pour m'aider à les repérer ensuite visuellement. Il m'est d'une grande aide. Encore une fois, la nuit, lorsque nous sommes crevés, que la météo est mauvaise et qu'on n'y voit rien, c'est vraiment formidable de savoir où sont et ce que font les autres navires autour de nous, surtout si vous vous apprêtez à croiser leur route. Maintenant, pourquoi je n'ai pas connecté notre écran multifonction à notre AIS? En 2022, à cause du nouveau radar que nous voulions installer pour repartir vadrouiller à travers les océans, nous avons été contraints d'acheter un écran multifonction. Nous n'avions plus le choix. Aujourd'hui, en plaisance, pour afficher une image radar, il faut cet écran. Mais c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. En tout cas, je pourrais connecter, théoriquement, notre AIS à l'écran multifonction via un petit boîtier qui s'appelle ActiSense. Mais je ne l'ai pas encore fait car j'apprécie particulièrement l'usage que je fais actuellement de notre AIS, sans oublier qu'il consomme très peu d'énergie, presque rien. En tout cas, beaucoup moins que cet écran. En voyage, l'AIS Watchmate me sert d'alarme de mouillage. Il est très efficace. Il permet également à nos proches de nous suivre par le biais d'applications collectant les données AIS comme Marine Traffic par exemple. Cette application est top. Si vous ne la connaissez pas, allez y jeter un œil, c'est impressionnant. Et si vous voulez trouver un navire, il faut bien sûr qu'il soit doté d'un émetteur AIS. Il suffit de connaître son nom, ou mieux, son MMSI, le numéro d'identifiant international, MMSI. Aujourd'hui, notre écran multifonction, même s'il est équipé de la carte SD qui va bien avec toutes les cartes marines nécessaires pour notre voyage, n'est allumé que lorsque nous utilisons le radar. C'est actuellement son seul usage. En effet, il est bien plus commode d'utiliser une tablette ou même un bon téléphone comme traceur, lecteur de cartes, sans oublier que la qualité de l'image et la fluidité de fonctionnement de ces appareils est largement supérieure aux écrans multifonctions. Donc, si je connectais notre AIS à notre écran multifonction et si je voulais l'utiliser comme je le fais actuellement, je serais contraint de le laisser allumer en permanence, y compris la nuit.
ce qui serait un beau gaspillage d'énergie. En ce qui me concerne, pour le moment, je préfère donc m'en tenir à mon AIS autonome, indépendant du reste de l'installation. Je peux bien sûr changer d'avis. Pour l'instant, je fais comme ça. Un mot pour finir, pour répondre aux plaisanciers qui veulent bien recevoir les signaux AIS, mais ne veulent pas émettre, et du coup, s'équipent de boîtiers qui ne fonctionnent qu'en réception, puisque ça existe. Mon avis, c'est que vous vous privez d'un matériel de sécurité absolument génial, en particulier la nuit. Voir, c'est bien, mais être vu, c'est bien aussi. Sinon, pourquoi vous équiper de feux de navigation? C'est le même principe, être vu. De plus, il y a de fortes probabilités pour que dans un avenir assez proche, l'émetteur-récepteur AIS devienne obligatoire pour tous les navires au-dessus d'une certaine taille. Et cela me paraîtrait justifié. Personnellement, je n'ai généralement, en tout cas sur mon bateau, aucun problème avec le fait que l'on puisse savoir où je me trouve. Et de toute façon, si je ne veux plus émettre, c'est facile, je n'ai qu'à couper l'appareil. Tout simplement. En tout cas, je vois les autres navires, et c'est parfait, mais c'est tout aussi parfait et rassurant de savoir que nous apparaissons clairement sur l'écran de navigation des divers navires que nous croisons, qui sont parfois bien gros, voire énormes, et bien rapides. Donc, en conclusion, pour répondre à cette question, avez-vous besoin d'un AIS à bord? Je répondrai que si vous naviguez en plaisance uniquement de jour, sans jamais avoir besoin de tenir de quart, sans jamais quitter la zone côtière, et toujours en dessous de 6, 7 ou disons 8 nœuds, vous pouvez peut-être vous en passer. Ça, c'est à vous de voir. Cela dit, pour les autres, je considère aujourd'hui ce matériel, l'AIS émetteur et récepteur, comme indispensable. En tout cas, au moins autant qu'une radio VHF et qu'un GPS. Mais attention, en mer, il ne faut pas oublier de rester vigilant, car tout le monde n'émet pas forcément en AIS. Certains l'éteignent ou ne veulent tout simplement pas l'utiliser. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker. Et si vous voulez m'encourager, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à cette chaîne. Très bonne navigation à tous et à bientôt!